Ce n'est pas pour rien qu'on appelle la prostitution le plus vieux métier du monde. Même au Moyen Âge, à l'époque des tournois chevaleresques, de la stricte morale chrétienne et des dames nobles, il existait des femmes qui gagnaient leur vie avec leur corps. Malgré la condamnation officielle, l'amour payant faisait partie de la réalité quotidienne des villes médiévales. Mais comment la société de l'époque s'accommodait-elle de ce péché évident? Et qu'est-ce que cela signifiait pour les femmes elles-mêmes qui endossaient le rôle de femmes déchues? Dans cette vidéo, vous apprendrez que l'Église médiévale condamnait certes publiquement la prostitution, mais qu'elle la tolérait souvent comme un mal nécessaire. Vous entendrez pourquoi les conseillers municipaux font des ventes des bordels officiels, où s'appliquaient des règles strictes, et pourquoi les clients de ces établissements étaient souvent de hauts dignitaires ecclésiastiques. Nous révélerons comment des mesures strictes obligèrent les prostituées à porter des vêtements particuliers et à vivre en marge de la société, et pourtant leurs services étaient recherchés dans toutes les couches de la population. Vous découvrirez aussi des histoires inattendues. Par exemple, comment un groupe de prostituées contribua à la construction d'une célèbre cathédrale, ou comment l'empereur Frédéric III fut capturé par les courtisanes locales lors de son arrivée en ville. Dans un instant, nous révélerons quelles étaient les peines et les espoirs quotidiens de ces femmes et quelles chances elles avaient de quitter la vie de péché et de recommencer. Plongeons donc dans le monde des prostituées médiévales et découvrons quelle était leur vie réelle dans l'ombre des cathédrales et dans les ruelles bruyantes des villes de l'époque. L'Église médiévale désignait officiellement tout rapport sexuel hors mariage comme un péché grave de luxure. Pourquoi donc n'a-t-elle pas complètement interdit la prostitution? La raison était la conviction qu'il s'agissait d'un mal nécessaire. Les maisons publiques permettaient d'évacuer les pulsions des jeunes hommes et devaient ainsi prévenir des péchés encore pires, comme le viol de femmes honnêtes ou la pratique de la sodomie. Éliminer les prostituées de la société et la luxure effrénée la corrompra, avertissait déjà le père de l'Église saint Augustin. De même, le théologien saint Thomas d'Aquin comparait le bordel public à un fumier au milieu d'une résidence. La prostitution dans la ville est comme une fausse d'aisance dans un palais. Quand vous l'enlevez, le palais commence à se remplir de puanteur. En d'autres termes, la présence de quelques pécheresses devait empêcher que le péché n'éclate partout autour. Une telle pensée reflétait aussi le double standard de la société de l'époque en matière de sexualité. On attendait des filles honnêtes, une virginité à vie jusqu'au mariage et une retenue générale, tandis que chez les jeunes hommes, les écarts prémaritaux étaient tolérés avec plus de compréhension. La femme était dans l'imaginaire de nombreux prédicateurs un vase de péché. Elle était censée avoir un désir insatiable qui pouvait égarer les hommes. Pour les hommes, il était donc un moindre mal de chercher une compagne professionnelle plutôt que de tenter la vertu des dames mariées ou des vierges innocentes. Beaucoup d'influents ecclésiastiques et d'élites laïques se rendaient compte que les besoins sexuels sont naturels et ne peuvent être simplement réprimés par l'interdiction. Sous leur influence, l'Église ferma donc progressivement les yeux. Vers le XIVe siècle, elle reconnaissait déjà que l'éradication complète des bordels n'était pas réaliste et commença à les tolérer silencieusement comme un moindre mal. Naturellement, elle continuait à prêcher sur la nécessité de la pénitence et de la rédemption. Les prostituées n'étaient pas autorisées à participer au sacrement tant qu'elles n'abandonnaient pas leur métier pécheur. Mais cela ne changeait rien au fait que la réalité quotidienne des villes médiévales ne pouvait se passer des services des femmes légères. Dans un moment, nous examinerons quelle position ces femmes avaient réellement dans la société de l'époque. La justification théorique du fumier nécessaire ne signifiait pas encore que l'entourage se comportait avec indulgence envers les prostituées, bien au contraire. Malgré la tolérance silencieuse de la prostitution, la société majoritaire regardait les prostituées avec un mépris extrême. Ces femmes se trouvaient au plus bas échelon de la hiérarchie, aux côtés des criminels, des lépreux ou des mendiants. L'Église catholique romaine les traitait comme des pécheurs, et même de la part de la population ordinaire, les prostituées étaient en compte assimilées aux criminels. De même, le droit laïque leur attribua un rôle peu réjouissant.
Les prostituées étaient souvent considérées comme des personnes incapables et faibles d'esprit, qui autrement n'exerceraient certainement pas un tel métier. Pour cette raison, la loi les privait de nombreux droits. Elles ne pouvaient hériter de biens, porter plainte devant un tribunal ni se défendre efficacement quand elles se retrouvaient elles-mêmes victimes d'un crime. Le soutien traditionnel d'une femme devant le tribunal était le mari, le père ou un autre parent masculin, ce qui n'était pas envisageable pour les prostituées, et ainsi lors de litiges, il n'y avait généralement personne pour défendre leurs intérêts. Si une prostituée était par hasard témoin ou participante d'un crime, on présupposait automatiquement qu'elle l'avait commis, ou qu'elle y avait au moins participé. Selon le droit, on ne devait pas non plus maltraiter les prostituées. Mais cette ordonnance était difficilement applicable. Quand une femme voulait se défendre contre un mauvais traitement, elle était obligée d'étayer l'accusation par le témoignage de 2 témoins oculaires, qui devaient attester que par son comportement, elle n'avait donné aucune raison au coupable de mal la traiter. Les femmes légères devaient être visiblement marquées en public pour que personne ne les confonde avec des femmes honnêtes. Dans les terres tchèques et allemandes, par exemple, le droit leur interdisait de porter quelques bijoux que ce soit. Mais les règles différaient selon les pays et parfois même les régions. À Londres, ces femmes ne pouvaient circuler que dans des rues réservées. Et qu'en était-il du nombre de ces compagnes ? Selon les chroniques, leur nombre atteignait dans certaines villes plusieurs milliers. Par exemple, à Paris, il y avait environ 3000 prostituées disponibles. À Rome, 7000, et à Venise jusqu'à 11 500. Mais Venise avait ses 150 000 habitants et était un centre commercial animé. Leur position était cependant misérable malgré une telle abondance. Ces femmes étaient tantôt considérées comme des parias sociaux, aux côtés des criminels, des lépreux et des mendiants. Elles occupaient le niveau le plus bas de la hiérarchie. L'Église catholique romaine les traitait comme des pécheurs, et même la population ordinaire les mettait dans le même sac que les criminels. Bien que ce métier fût condamné, on établissait pour les prostituées des quartiers réservés, où elles pouvaient exercer leur emploi malhonnête. Elles n'étaient certes pas officiellement soutenues, mais les hommes savaient bien où aller pour les services dont ils avaient besoin. Assez souvent, de plus, les clients des maisons criées étaient aussi des ecclésiastiques et d'autres hommes haut placés dans la société. Toutes les activités dissolues étaient un secret public, mais personne n'avait le droit d'en parler. Ce qui se passait dans le bordel y restait. Les prostituées elles-mêmes préféraient tenir leur langue. En échange, elles étaient souvent mieux récompensées, et certaines obtenaient même une vie un peu meilleure, mais pas de position. Les prostituées vivaient très isolées et ne fréquentaient généralement que d'autres prostituées, à l'exception de leurs clients. La société tenait donc les prostituées en marge et leur manifestait ouvertement son mépris. Mais en même temps, elle apprit à les utiliser à son profit. Comment ? Beaucoup de villes médiévales comprirent progressivement qu'il valait mieux avoir un bordel sous surveillance et en tirer des taxes que de tolérer la débauche illégale dans les maisons. Et ainsi, paradoxalement, les conseillers municipaux eux-mêmes commencèrent à fonder des maisons publiques officielles. Dans un instant, nous révélerons comment fonctionnaient les bordels médiévaux et comment ce qui était autrefois un péché interdit devint une entreprise profitable. Note, le texte ci-dessus résume la position sociale des prostituées, qui étaient effectivement au bas de l'échelle sociale et accompagnée d'une stigmatisation extrême. Nous passons maintenant au sujet des bordels municipaux. Avec le développement des villes médiévales, survint un changement progressif d'approche envers la prostitution. Au début, vers le XIIIe siècle, les bourgeois honnêtes refusaient de tolérer les prostituées à l'intérieur des remparts et les repoussaient vers les faubourgs, qui devinrent le refuge traditionnel des gens en marge de la société. Typiquement, les prostituées étaient refoulées vers les remparts dans des quartiers réputés foyers de débauche. Par exemple, dans la vieille ville de Prague, existait depuis le XIVe siècle une ruelle appelée Žlutnica, d'après les voiles jaunes que les prostituées locales devaient porter. Avec le temps cependant,
les bourgeois découvrirent qu'il était plus avantageux de mettre la prostitution sous contrôle que de simplement la chasser dans l'ombre. L'administration municipale tentait donc de concentrer les courtisanes dans une seule institution officiellement gérée par la ville, dans une maison publique dont les portes étaient ouvertes à tous. Chaque ville française ordinaire exploitait son propre bordel aménagé selon ses moyens. Par exemple à Tarascon, il s'agissait d'une petite maison de plain-pied près des remparts, mais à Lyon et Avignon par exemple, la magnificence du bas bordel. Le mot bordel vient de l'expression française pour planche, qui faisait référence aux baraques portuaires, rivalisait avec les palais patriciens. À côté de cela existaient des bordels privés, où les tenanciers avaient souvent à disposition 2, au maximum 3 prostituées. Explication. Se répandait la tendance à fonder des bordels municipaux. Par exemple, le sud de la France, début du XIVe siècle. Chaque ville avait sa maison publique officielle, parfois modeste, ailleurs somptueuse. De tels bordels municipaux étaient cependant soumis à des règles spéciales. Par exemple, on ne devait pas y blasphémer, et seuls les hommes célibataires non mariés devaient y avoir accès, pour éviter le péché d'adultère. La création de ces maisons officielles fut naturellement accueillie avec grande joie par les étudiants, qui depuis le XIIIe siècle commençaient à étudier dans de nombreuses universités à travers l'Europe. Cette partie décrit le fonctionnement des bordels sous administration municipale en Autriche et ailleurs, c'est-à-dire que la ville louait le bordel. Il était géré par un administrateur lié par serment. Ici, je pourrais décrire en détail le fonctionnement du bordel du XVe siècle dans la ville de Bolzano. Chaque maison publique municipale était dirigée par un administrateur engagé, qui s'engageait par serment envers les conseillers à respecter les règles établies. L'administrateur, souvent un homme, mais parfois aussi une prostituée âgée expérimentée, reversait à la ville des taxes et des redevances, et en échange avait le droit d'exploiter le bordel et de percevoir des femmes des frais pour le logement et la nourriture. Il gardait aussi couramment environ un tiers de chaque somme que le client payait. Le reste revenait à la femme, y compris le pourboire éventuel. D'autres revenus provenaient de la vente de nourriture et de boissons directement dans la maison. Les exploitants fonctionnaient donc en fait comme les proxénètes d'aujourd'hui, à la différence qu'ils étaient licenciés par la ville. Dans certaines villes, par exemple à Vienne, seules les femmes pouvaient être administratrices de bordels. Ailleurs, c'était le plus souvent des hommes. Les pires d'entre eux n'hésitaient pas à maintenir leurs protégées dans le besoin et parfois même à les punir de coups si elles ne remplissaient pas les quotas de revenus. C'est pourquoi les conseillers surveillaient attentivement que l'administrateur ne dépasse pas les limites. Le serment solennel avant l'entrée en fonction leur permettait de le révoquer facilement en cas de plainte. Ceci s'appuie sur la pratique réelle du serment d'administrateur, par exemple. Nuremberg en 1469, voire sources historiques. Dans les archives, se sont conservés aussi des comptes rendus sur le fait que les conseils municipaux poursuivaient en justice des couples d'administrateurs qui exploitèrent les prostituées avec une cruauté particulière. Par exemple, dans la ville allemande de Nördlingen en 1471, il fut révélé que le proxénète local et sa femme forcèrent les filles à travailler même pendant leur temps libre. Par exemple, le jour de Noël, quand elles devaient vénérer la Vierge Marie. Ils les avaient vendues au bordel, une fille même depuis l'Italie, et les maintenaient toutes dans d'énormes dettes, si bien qu'elles ne pouvaient se racheter. Il arriva même qu'ils forcèrent une jeune prostituée nommée Else, à l'origine cuisinière dans la maison, à boire une décoction d'herbe pour provoquer chez elle un avortement. Else était en effet tombée enceinte d'un client, et les proxénètes craignaient le scandale. Le proxénète battait alors brutalement ces femmes tyrannisées si elles se rebellaient. Quand toute l'affaire éclata, les conseillers expulsèrent le couple d'administrateurs et le traduisirent en justice. Ce cas unique révéla dans quelles conditions inhumaines certaines femmes vivaient dans les bordels, et comme elles étaient impuissantes face à leurs patrons. Il ne s'agissait cependant pas d'une exception. C'était plutôt un extrême rarement documenté par écrit, tandis que la plupart des souffrances de ces femmes restèrent à jamais derrière des portes closes.
La description ci-dessus est librement inspirée d'un cas réel de History Today concernant Nördlingen 1471, où eut lieu une enquête sur des avortements et des maltraitances. La ville elle-même cherchait plutôt à en profiter. Les conseillers tolérèrent la prostitution parce qu'elle assurait la stabilité et une soupape de sécurité pour les hommes autrement inassouvis. Les prostituées devinrent même une partie visible de la vie municipale. Dans beaucoup de villes, leur rôle dépassa les murs du bordel. Elles apparaissaient lors de fêtes et de processions comme partie de l'hospitalité municipale. Selon une chronique du XIVe siècle, les villes sur la route de l'empereur Sigismond de Luxembourg vers le concile de Bâle en 1414 ouvrirent leurs maisons publiques d'amour pour que la suite de l'empereur ne souffre pas de privations en chemin. Et les chroniqueurs enregistrèrent aussi une histoire amusante de 1471, quand l'empereur Frédéric III de Habsbourg arriva à Nuremberg. Une délégation de prostituées locales l'accueillit, qui enchaînèrent par plaisanterie le souverain avec une chaîne d'or et ne le libérèrent qu'après qu'il eut payé une rançon symbolique d'un florin d'or. Cette anecdote, bien qu'exceptionnelle, suggère que les prostituées étaient à certains moments considérées comme une partie officieuse de la représentation de la ville, et que leur existence était acceptée par la société avec exagération et humour. Ici, nous avons donné des exemples amusants. Sigismond 1414, Frédéric III 1460 et 11, voire source History Today. Les bordels municipaux se répandirent principalement en Europe occidentale. Par exemple en Allemagne, en Italie, dans le sud de la France ou en Espagne, la prostitution licenciée était une partie courante de la vie municipale. En revanche, en Angleterre, il n'avait pas un tel modèle. Londres, par exemple, interdisait les maisons publiques directement dans la ville, et ainsi les prostituées se concentraient dans le faubourg de Southwark, où l'évêque de Winchester établit même des bordels. De là vint pour les filles londoniennes l'appellation de Wa de Winchester. À la fin du XVe siècle, les rapports commencèrent cependant à changer. L'Europe fut frappée par une épidémie de syphilis, on l'appelait la maladie française, qui balaya l'attitude tolérante d'alors. La prostitution commença à être associée à la contagion, et les bordels furent massivement fermés. Les réformateurs comme Martin Luther luttaient en outre contre la luxure et dans les villes qu'ils contrôlaient, les bordels furent interdits. Les Hussites, dans les terres tchèques, chassèrent même vers 1420 les prostituées de toutes les villes qu'ils contrôlaient. Néanmoins, le plus vieux métier ne disparut naturellement pas. Il se déplaça simplement à nouveau dans la clandestinité profonde, où il échappait à la surveillance. Jetons maintenant un coup d'œil à l'intérieur même du bordel médiéval. Dans un instant, nous découvrirons à quoi ressemblait le quotidien d'une prostituée médiévale, de la recherche de clients aux fuites devant les sergents jusqu'à la lutte impitoyable contre les maladies et la vieillesse. Nous sommes en 1400, et derrière la fenêtre poussiéreuse d'une petite maison avec une lanterne rouge, le soleil se couche, justement. Dans la chambre du haut, sur un lit étroit, se réveille une jeune femme nommée Marguerite. Elle a à peine 20 ans, mais la vie a déjà réussi à lui infliger plus d'un coup. Marguerite est une prostituée, et une autre nuit au bordel l'attend. Comme d'habitude, elle se lève seulement l'après-midi, parce que la nuit précédente, elle a travaillé tard dans la nuit. Elle doit d'abord se laver et s'arranger pour être attirante pour les clients. Elle chauffe sur le poêle un chaudron d'eau et y ajoute des herbes parfumées. Un bain improvisé l'aide à laver l'odeur des sueurs étrangères. Elle se peigne soigneusement ses longs cheveux et les arrange en coiffure que lui exige la patronne. Les cheveux sont en effet un de ses atouts, signe de jeunesse et de santé. Finalement, elle met une robe plus simple, néanmoins un peu provocante. Le décolleté est un peu plus profond qu'il ne conviendrait à une bourgeoise honnête. Sur ses cheveux, elle noue un fin voile avec un liseré jaune pour satisfaire à l'ordonnance municipale sur le marquage des prostituées. Marguerite sait que le garde municipal pourrait lui faire des problèmes si elle circulait non marquée comme une femme respectable. Avant même que la nuit tombe, Marguerite fait le tour de quelques endroits en ville où on peut trouver des clients. Officiellement, elle ne devrait pas travailler hors des murs de la maison publique,
mais un petit pot de vin au garde lui permet de rester un moment près du marché. Elle sourit et engage la conversation avec des compagnons vagabonds et des étudiants qui traînent le soir dans les parages. Parfois, elle échange coquettement quelques mots avec un jeune homme, et quand il manifeste de l'intérêt, elle le dirige discrètement vers la ruelle étroite où se trouve son bordel. La concurrence est forte. Il y a plus de filles comme ça en ville, et chacune veut obtenir le plus de clients possible avant de devoir se retirer derrière les portes du couvre-feu du soir. Dès qu'il fait nuit, l'ordonnance municipale ne lui permet plus de s'offrir librement dehors. C'est pourquoi Marguerite retourne dans la maison et attend que les clients viennent à elle. Après le coucher du soleil, dans la salle du rez-de-chaussée du bordel, s'allument les chandelles et la lampe au verre rouge, signe que l'établissement est ouvert. Bientôt, on entend frapper, et le premier hôte entre en titubant. C'est apparemment un compagnon artisan, un jeune aide-forgeron, et il a déjà pas mal bu. Marguerite s'approche de lui, l'aide à s'asseoir sur le banc, et lui prend discrètement la bourse des mains pour immédiatement encaisser le paiement au début. D'un geste expérimenté, elle compte quelques petites pièces, il n'en a pas plus sur lui de toute façon, et les range dans une petite cassette près de la porte. De là, la patronne les prendra plus tard comme sa commission. Puis elle conduit déjà le jeune homme par l'escalier en haut dans sa chambre. Là, elle allume un instant une chandelle. Elle veut voir s'il n'a pas d'arme sur lui, ou quelque chose de dangereux. Heureusement non. On dirait qu'aujourd'hui ce sera un travail rapide et de routine. La nuit avance, et le bordel s'anime d'un mélange de voix, de rires et de gémissements. Marguerite sert plusieurs hommes dans la soirée. Après l'apprenti forgeron vient par exemple un marchand plus âgé d'un pays étranger, qui s'est arrêté en ville en route avec sa caravane. Celui-ci a plus d'argent sur lui, et cela ne le dérange pas de payer pour un meilleur traitement. Marguerite lui sourit gentiment et lui offre une cruche de bon vin. Le vin, cependant, l'hôte le paie à part, et le bénéfice va dans la poche de la maquerelle. Pendant que le marchand boit, Marguerite essaie d'engager la conversation avec lui et de créer une atmosphère agréable. Dans ses pensées, cependant, elle pense surtout à ce que l'affaire se déroule rapidement. Plus l'hôte reste longtemps, plus il y a de travail et moins de revenus à l'heure. Le marchand a en plus des questions curieuses. Il cherche à savoir comment une si jolie fille s'est retrouvée dans cet endroit. Marguerite sourit juste mystérieusement et répond par une phrase apprise que le Seigneur Dieu l'a menée ici pour punition et récompense. Elle a déjà entendu beaucoup de tels discours. Certains hommes ont besoin de se confier de leur peine dans le bordel, d'autres au contraire se vantent. Marguerite écoute patiemment les deux. Le travail psychologique fait d'ailleurs partie de sa profession. Tard dans la nuit, un groupe de soldats de la garnison visite aussi le bordel. Ils sont bruyants et sentent la bière. Un d'eux s'empare de Marguerite et la saisit brutalement immédiatement. La fille a peur intérieurement. Elle sait très bien que les soldats ivres ont des tendances violentes. Elle essaie de lui complaire, mais le soldat est agressif et brutal. Quand c'est fini, il refuse de payer plus que quelques deniers et pousse brutalement Marguerite, jusqu'à ce qu'elle heurte le mur de dos. À ce moment intervient l'administrateur, surveillant du bordel. Il accourt et jette le crieur par le col dehors. La porte claque, et la bande joyeuse de soldats continue une maison plus loin. Marguerite s'effondre, épuisée sur le petit banc. Elle tremble de tout son corps. Cette fois, elle s'en est tirée seulement avec des bleus, mais elle sait qu'elle aurait pu s'en sortir plus mal. De tels incidents arrivent, et les filles du bordel n'ont aucun moyen de se défendre. Contrairement aux hôtes, elles n'ont aucun droit, et personne ne les croirait si elles se plaignaient. Avec cette conscience, elles doivent se résigner jour après jour et se consoler mutuellement avec leurs collègues pour surmonter la peur. Vers l'aube, l'agitation se calme. Le dernier client fatigué paie et part. Marguerite s'étire le dos raide et éteint la lampe. Avec deux autres collègues, Anne et Catherine, elle range le désordre dans la pièce. Elle ramasse les verres vides, essuie le vin renversé des bancs et arrange les coussins éparpillés. La maquerelle, qui toute la soirée a surveillé la marche de l'établissement, a déjà entre-temps compté la recette et range le sac d'argent dans sa cassette. Elle ne paie pas encore beaucoup aux prostituées.
Elle fera les comptes seulement à la fin de la semaine, après déduction de tous les frais pour la nourriture, le lit et les amendes pour les petites infractions. Marguerite soupçonne que de la nuit d'aujourd'hui, il ne lui restera en main qu'une fraction de ce que les autres ont dépensé. Elle a déjà appris à compter avec cela. Le bordel arrangé s'assombrit et se tait à nouveau. Les filles s'assoient encore un moment dans la cuisine et mangent une soupe froide. Partout on sent un mélange de fumée, de sueur et de parfums bon marché. Elles chuchotent un moment entre elles. Elles discutent des expériences les plus étranges de la soirée, des ragots sur les notables de la ville. Vous ne croiriez pas combien de prêtres et de moines viennent secrètement chez elles. Et riment aussi des histoires curieuses des environs. Par exemple, celle de comment dans la ville voisine, une prostituée a dû vérifier devant le tribunal la virilité d'un certain bourgeois dont la femme l'accusait d'impuissance. Devant les assesseurs, elle aurait testé derrière un rideau si l'intéressé tenait bon au lit, et quand il n'y arriva pas, le tribunal annula le mariage. De telles absurdités arrivent aussi parfois, mais aussi leurs rêves et leurs projets. Anne voudrait partir au couvent. Elle a entendu parler d'un refuge monastique où ils accueillent les femmes déchues et leur apprennent à tisser des tissus. Catherine espère qu'un de ses clients plus riches l'épousera un jour. Il le promet en tout cas depuis 6 mois déjà. Marguerite se tait. Elle-même n'a aucune perspective réelle. Juste en pensée, elle regarde la petite statue sculptée de Marie-Madeleine qui se trouve sur l'étagère de sa chambre. À cette sainte, patronne de toutes les pécheresses pénitentes, Marguerite prie chaque jour. Elle lui demande un miracle, de pouvoir un jour sortir de cette vie et recommencer ailleurs à nouveau. La réalité est cependant impitoyable. Avant l'aube, chacune des filles est prise brièvement et va se coucher pour reprendre des forces pour une autre nuit. Marguerite se couche épuisée sur son lit et sent sur son corps les cicatrices et les douleurs qui font déjà partie de sa profession. Parfois elle a mal au bas-ventre, souvenir d'une inflammation qu'elle a été attrapée il y a quelque temps d'un marin. Elle a eu de la chance de survivre. D'autres filles sont mortes de fièvre et de plaies purulentes qui accompagnaient de telles maladies. Marguerite soupçonne qu'elle aussi a peut-être perdu à cause de ces maladies la capacité de concevoir un enfant. Elle a maintenant ses règles irrégulières et un médecin ne lui est pas accessible pour l'aider. Peut-être que c'est bien ainsi, se dit-elle amèrement. Donner naissance à un enfant dans ces conditions aurait été une souffrance pour tous les deux. Elle a vu ce qui est arrivé à son amie Élisabeth, qui est tombée enceinte d'un client. Quand la grossesse ne put plus être cachée, le proxénète l'a brutalement battue et chassée dans la rue. Élisabeth a alors dans le désespoir accouché quelque part d'un enfant mort. Une autre fille a risqué un avortement secret à l'aide d'une décoction d'herbe d'une herboriste. Elle a failli saigner à mort et ne peut plus avoir d'enfant jusqu'à la fin de sa vie. D'autres femmes ont gardé leurs nouveau-nés, mais ont dû immédiatement les abandonner dans un orphelinat monastique parce qu'elles ne pouvaient les nourrir. Quelques enfants ont même grandi directement dans l'environnement du bordel, comme petites et jaunes mascottes, et plus tard coursiers pour aider. Personne ne voulait certes qu'ils deviennent d'autres prostituées. Mais franchement, quel autre avenir un tel enfant avait-il ? Marguerite frissonne à cette pensée et tire sa couverture jusqu'au menton. Du rez-de-chaussée monte encore la plainte silencieuse d'une des filles qui pleure de douleur après un client particulièrement brutal. Quand la ville plonge dans un matin brumeux, Marguerite s'endort enfin. Demain l'attend le même cycle à nouveau. Elle sait déjà que sa jeunesse ne durera pas longtemps. Les filles comme elle vieillissent vite. Peu résistent dans le métier plus longtemps que jusqu'à 30 ans. Les plus chanceuses nettoient ensuite quelque part ou mendient. Les autres finissent dans des fosses communes, on ne sait où. Marguerite est cependant toujours maintenue en vie par une seule étincelle d'espoir. Peut-être qu'il existe quand même un chemin de sortie. L'histoire de Marguerite et de ses semblables ne devait pas toujours finir tragiquement. Il existait des voies par lesquelles une prostituée pouvait s'émanciper de sa position et recommencer, par exemple comme épouse ou pénitente dans un couvent. La société médiévale ne débordait certes pas de compassion, elle donnait néanmoins certaines possibilités.
L'Église tolérait certes la fornication publique comme un mal nécessaire, mais en même temps offrait à ces femmes la possibilité de pénitence et de pardon. Dans les sermons, résonnait souvent le modèle de Marie-Madeleine, la pécheresse biblique qui abandonna le péché et devint une fidèle disciple de Jésus. Le culte de Marie-Madeleine était au Moyen-Âge extrêmement fort, et les prostituées priaient cette sainte, avec l'espoir qu'à elles aussi soit pardonné et accordé de changer. L'Église établissait même des refuges spéciaux, appelés d'après elle Maison Madeleine, où les anciennes prostituées pouvaient entrer. Au XIIIe et XIVe siècle naquit à travers l'Europe un réseau d'établissements monastiques qui fournissait un asile aux femmes qui décidaient d'abandonner le plus vieux métier. Ces maisons Madeleine fonctionnaient comme des refuges pour pénitentes. Les anciennes prostituées y apprenaient pendant environ 2 ans un métier honnête, par exemple filer, tisser, coudre ou soigner les malades, et en même temps se libérèrent de leurs péchés par la prière et le travail. Après l'écoulement de ce délai, l'Église les déclarait officiellement purifiées et corrigées. Une telle femme pouvait alors quitter l'institution et entrer dans la vie ordinaire comme personne honnête. Plus d'une d'entre elles se maria ensuite avec succès. Paradoxalement, d'une fille déchue pouvait devenir une épouse tout à fait recherchée. La prostituée pénitente était en effet aux yeux de beaucoup d'hommes une garantie d'expérience, de travail et de grande reconnaissance pour le sauvetage. La bonne réputation de ces refuges est aussi attestée par le fait que s'efforçaient d'y entrer aussi des femmes qui n'avaient d'eau jamais été prostituées. Elles feignaient un passé pécheur pour obtenir un abri et un nouveau départ. Les couvents exigeaient donc finalement une preuve que la candidate s'était vraiment gagné sa vie dans un bordel avant de l'accepter dans le programme. Une solution alternative était le mariage. Si se trouvait un homme disposé à prendre une prostituée pour femme, l'Église ne s'y opposait pas, bien au contraire. Le pape Innocent III déclara même en 1198 qu'un tel mariage est un véritable acte de miséricorde, et que l'âme de la femme pénitente peut être sauvée dans le mariage. Les lois laïques comptaient aussi avec cela. Par exemple, le livre juridique de Braunau mentionne expressément qu'une prostituée peut se marier à un bourgeois et devenir ainsi une dame honnête. Après l'entrée dans le mariage, on ne la considérait plus comme une pécheresse, et elle tombait pleinement sous la protection du droit de son mari. De tels mariages n'étaient cependant pas courants. Ils ne réussissaient généralement qu'aux femmes qui avaient trouvé dans le bordel un prétendant régulier de bonne société ou avaient réussi à économiser une dot convenable. Quelques pénitentes choisissaient aussi la voie du couvent. Sur le modèle de Sainte Marie, l'Égyptienne, légendaire sainte du désert qui se convertit d'une vie de péché, ou d'autres célèbres pécheresses pénitentes, elles partaient dans la retraite et passaient le reste de leur vie en prière pour leur âme. L'empereur byzantin Michel IV, le Paphlagone, fit même au XIe siècle construire à Constantinople un couvent spécial pour les compagnes aspirant à la correction. Ces exemples montrent que tant l'Église que certains dirigeants éclairés reconnaissaient la possibilité de rachat des prostituées et soutenaient leur retour à la vie honnête. Naturellement, toutes les femmes ne réussirent pas à utiliser une des chances mentionnées ci-dessus. Beaucoup de prostituées moururent jeunes, avant d'avoir eu le temps de rassembler le courage ou les moyens de fuir le cercle vicieux. D'autres étaient tellement marquées par un sort difficile qu'elles abandonnèrent déjà l'espoir de changement. Il se conserva néanmoins pas mal d'histoires de celles qui réussirent la transformation. D'anciennes femmes déchues devinrent épouses, mères, religieuses ou bourgeoises respectables. Ces destins attestent que même au Moyen-Âge existait une certaine mobilité sociale, même du fond même de l'échelle sociale, on pouvait se relever, si on recevait une occasion et une main secourable. Et bien que le Moyen-Âge ne débordât pas de compassion pour les prostituées, il ne manquait pas en lui d'éclairs de miséricorde et d'espoir d'un nouveau départ. Le Moyen-Âge est distant d'aujourd'hui de plus d'un demi-millénaire, et avec lui la position des femmes et la vision de la sexualité. La prostitution n'a cependant pas disparu. Le plus vieux métier du monde a survécu jusqu'à notre époque, et la société ne sait toujours pas tout à fait comment s'y prendre avec lui.
L'époque moderne parle d'un côté de travail sexuel qu'on peut exercer volontairement et avec certains droits. De l'autre côté, beaucoup de gens perçoivent la prostitution comme un phénomène indésirable lié à la contrainte et au crime. Comme au Moyen Âge, se mènent aussi aujourd'hui des débats passionnés sur le fait de savoir s'il vaut mieux laisser ce domaine se légaliser et se réguler, et ainsi protéger ceux qui y agissent, ou au contraire l'interdire strictement et le combattre au nom de la morale et de la sécurité. Dans différents coins du monde, nous voyons différentes approches. Certains pays, par exemple les Pays-Bas ou l'Allemagne, ont légalisé la prostitution et l'ont soumise à la surveillance de l'État. Les femmes dans ce secteur y paient des impôts, passent des examens médicaux et jouissent d'au moins une protection juridique partielle. D'une certaine manière, cela rappelle les villes médiévales qui établissaient et surveillaient des bordels officiels pour avoir la débauche sous les yeux. Ailleurs au contraire, on interdit la prostitution, soit absolument, par exemple la plupart des États des USA ou les pays islamiques, soit partiellement, le soi-disant modèle nordique punit les clients, non les prostituées. Dans de tels endroits, le business sexuel se déplace donc dans la zone grise, de manière similaire à quand les villes médiévales chassaient les prostituées hors des remparts, ou après l'arrivée de la syphilis fermaient toutes les maisons publiques. Les opinions sur la prostitution varient aussi aujourd'hui parmi le public. Les uns préconisent sa décriminalisation complète et la perception comme un emploi ordinaire. Les autres exigent une répression stricte et la considèrent comme incompatible avec la morale. Ces discussions continuent d'une certaine manière l'ancien dilemme entre tolérer le moindre mal et le combat sans compromis contre le péché. Une chose est cependant différente. La société d'aujourd'hui reconnaît formellement que même une prostituée est un être humain à part entière. Personne ne la désigne plus comme une pécheresse faible d'esprit sans droit à des droits. Dans beaucoup de pays, les travailleuses sexuelles ont même des organisations syndicales et une représentation juridique et peuvent s'adresser à la police si elles deviennent victimes d'un crime. Pourtant, le stigmate n'a pas complètement disparu. Ces femmes, mais aussi les hommes dans un rôle similaire, sont encore souvent socialement condamnés et se battent contre les préjugés. Nous entendons à leur sujet des allusions moqueuses comme autrefois, et de manière similaire au passé, se trouvent aussi des hypocrites qui condamnent la prostitution extérieurement, mais utilisent en secret leurs services, qu'il s'agisse d'hommes politiques, respectés, ou même de membres du clergé. Plus d'une fois, passa dans les médias un scandale où un haut dignitaire ecclésiastique ou une autre autorité morale fut convaincu de visiter secrètement un bordel. La nature humaine ne change tout simplement pas. Un grand progrès eut lieu dans le domaine de la santé et de l'hygiène. Les prostituées d'aujourd'hui ne risquent plus les horreurs médiévales, sous forme de maladies incurables. La plupart des infections, les médecins savent les traiter, et il existe une prévention efficace, par exemple les préservatifs. Grâce à cela, la profession de compagne n'est plus si extrêmement dangereuse pour la vie. D'autre part, est apparu un nouvel épouvantail, le trafic d'êtres humains. Le crime organisé abuse aujourd'hui souvent de pauvres filles, des pays en développement, et les force à la prostitution sous menace de violence. Les prostituées médiévales n'avaient certes aussi souvent pas le choix, mais la dimension globale actuelle de la prostitution forcée est alarmante. La société y réagit différemment, des campagnes internationales anti-traite jusqu'au programme d'aide aux victimes. Existent différents projets caritatifs et organisations à but non lucratif qui établissent des refuges pour anciennes prostituées et leur offrent une chance similaire de nouvelle vie que représentaient autrefois les maisons madeleines ecclésiastiques. L'enseignement de l'histoire peut nous être utile dans ce domaine. Nous savons en effet que la simple punition des femmes elles-mêmes ne résout rien et que la clé est l'effort d'offrir une autre alternative et la sécurité. Et ainsi, l'histoire de la prostitution continue, juste dans d'autres décors. Des bordels dans l'ombre des cathédrales gothiques, jusqu'aux ruelles éclairées,
au néon des villes modernes. Il s'est toujours agi, et il s'agit du reflet des besoins et problèmes de notre société. Le regard dans le Moyen-Âge nous a montré dans quelles conditions cruelles ces femmes supportaient autrefois, et comme elles trouvaient peu de compréhension. Aujourd'hui, nous avons peut-être plus d'empathie et de possibilités de les aider. Pourtant reste ouverte et vivante la question de comment approcher au mieux la prostitution. C'est un sujet plein de controverses, d'émotions et de dilemmes moraux qui se traînent depuis des siècles. Je vous remercie d'avoir tenu avec moi jusqu'à la fin de cette narration difficile mais importante. Si la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau, je serai content que vous lui donniez un like et que vous la partagiez avec vos connaissances. Votre soutien me permet de créer d'autres histoires de vulgarisation scientifique et j'y tiens beaucoup. Encore une fois, merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.